En 1941, dans le Morphin Comics numéro 73, apparaît pour la première fois Green Arrow, créé par George Papp et Mort Weisinger, et inspiré du légendaire Robin des Bois, du roman d'Edgar Wallace de Green Archer, et évidemment de son confrère de la même écurie, Batman. Tout comme ce dernier, et tout au long de sa première décennie de publication, Green Arrow s'entoure d'un jeune sidekick, Roy Archer alias Speedy, mais également d'une pléiade de véhicules et de technologies comme la Arrowcar et le Arrowplane, se servant d'une Arrowcave comme principal QG. Tout comme Bruce Wayne, Oliver est milliardaire, légitime héritier de Robert Quinn et de l'empire Quinn Industries, et, tout comme Batman, Green Arrow met une large partie de sa fortune personnelle au profit de sa carrière de justicier. Héros fade et superficiel durant l'âge d'or, il gagnera en épaisseur et se verra offrir une nouvelle origin story par le grand Jack Kirby en personne dans le Adventure Comics 256 en 1959. L'idée de l'île Starfish Island, sur laquelle le jeune justicier à en devenir devra apprendre à survivre ainsi que l'art du tir à l'arc, avant de revenir à la civilisation, sera reprise régulièrement durant les époques suivantes et sera ainsi balayée définitivement la première version du personnage, l'archéologue féru de la culture amérindienne. En 1960, la Justice Society of America connaît une refonte totale. La Justice League naît, Justice League avec laquelle il fera équipe occasionnellement, sans toutefois en devenir un membre à part entière, comme un Flash ou un Green Lantern par exemple. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'en sus de concrétiser une véritable relation amoureuse avec Black Canary, il vivra ses aventures les plus déterminantes. Effectivement, au tout début des années 70, le scénariste Dennis O'Neil marquera l'histoire de DC grâce à un incroyable run Green Lantern Green Arrow, accompagné de son fidèle compère Neil Adams au dessin, récit sur plusieurs épisodes qui redéfinira à jamais la bande dessinée américaine. Oliver devient un héros socialement engagé, luttant pour une justice naturelle et officieuse, combattant sans relâche les inégalités raciales et le capitalisme sauvage au travers d'une œuvre critique sulfureuse du paysage culturel et politique américain. Ainsi, tout comme son collègue Barry Allen, une quinzaine d'années plus tôt, Quinn contribuera à faire entrer DC dans une nouvelle ère du comic book, l'âge de bronze. Un nouvel âge de récits plus réfléchis qui contourneront sans complexe les contraintes du Comics Code Authority, toujours en vigueur à l'époque, en exposant des sujets du racisme, de la drogue, de l'écologie et de l'exploitation de l'homme par l'homme, entre autres. Cette caractérisation d'un Oliver énervé, impulsif et politisé deviendra canonique pour les décennies à venir et toujours, pendant l'âge de bronze, une série solo Green Arrow verra le jour sous la plume de Mike W. Barr en 1983 qui rendra au personnage sa fortune, perdue depuis la prise en main d'O'Neil. Puis vient le tour de Mike Grell de s'exprimer sur le personnage qui apportera à sa mythologie tout le sauvage et le réalisme de l'âge sombre post-crisis. Le chapeau à plumes est troqué pour une cagoule, les flèches gadgets, marque de fabrique d'Oliver depuis ses débuts, disparaîtront pour laisser la place à de véritables flèches à pointe. Oliver finira par mourir et son fils Connor Hawke prendra la relève, l'activisme en moins. Au début de l'âge dit moderne, Hal Jordan, alors sous l'influence de Parallax, ressuscite son ami de longue date avant de perdre la vie à son tour. Sans jamais devenir un personnage majeur de l'univers DC, Green Arrow sera enfin révélé au grand public international en 2012 par le biais de sa propre série télé CW destinée à combler la fin de la série Smallville. Après avoir connu un début de reboot sur papier catastrophique, Oliver se verra auréolé d'un run formidable et toujours encensé à ce jour, celui d'un certain Jeff Lemire, accompagné au dessin d'Andrea Sorrentino. Son nom est Oliver Queen, il mesure à peu près 1m78 pour 80 kg. La première apparition de ce personnage date de 1941. Son père est Robert Quinn, PDG de Quinn Industries, et sa mère Moira Quinn. Généralement, Oliver Queen est un businessman à la tête de Quinn Industries. Il a eu plusieurs conjointes, mais les principales sont Diana Laurel Lenz, alias Black Canary, et Sandra Hawke, la mère de son fils. Sa principale qualité est son altruisme et son principal défaut, sa colère. Son QG est généralement situé à Starling City ou à Seattle en fonction des histoires. Oliver Queen est un archer hors catégorie. Il est également expert en arts martiaux et aux techniques de combat de corps à corps diverses. C'est un acrobate émérite, il maîtrise les rudiments de la survie et bien évidemment l'art de la furtivité. Son ennemi principal reste Merlin, le Dark Archer. Pour ce qui est des faits intéressants concernant ce personnage, on peut noter qu'il a survécu de longues années tout seul sur une île déserte où il y a appris la survie. Il s'est également sacrifié pour sauver la ville de Metropolis durant la mini-série Zero Hour.
Green Arrow est capable de tirer environ 29 flèches à la minute. On peut noter que Green Arrow a fait rentrer DC dans la période de l'âge de bronze. On sait qu'il cofinance la Justice League of America entre autres. Et pour faire plaisir à Comics Guardian, eh ben oui, il s'est tapé Black Canary. Héritier légitime du colossal empire financier Queen Industries, le jeune Oliver Queen, naufragé sur une île déserte, devra apprendre à survivre et à combattre avant de retourner à la civilisation où il deviendra un justicier au grand cœur au service de l'opprimé et des laissés pour compte par la société. Généralement en couple avec Black Canary, il aura un enfant, Connor, avec Sandra Hawk. Bien le bonjour les dingues, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics et aujourd'hui nous allons parler dans ce trombinoscope de Green Arrow. Et j'ai pas de t-shirt Green Arrow, alors un A sur fond vert ça fera très bien l'affaire. Voilà, en plus ça fait un peu pointe de flèche quelque part. Bon allez, je ferme ma gueule et je vais vous présenter sans plus attendre des comics liés à Green Arrow. Je vous rappelle que ce que je ne vous présente pas dans cette émission, c'est tout ce que je n'aime pas. Je vais pas vous présenter quelque chose que j'ai pas aimé, donc là c'est clairement subjectif. Quelque chose que je n'ai pas lu, ça se peut aussi, ou que je n'ai pas vu. Je vais pas vous parler par exemple de la série Green Arrow, je ne vous en parlerai pas, la série CW, puisque je n'ai jamais regardé un seul épisode et je ne compte pas le faire. Voilà, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires, j'ai pas le temps pour ces conneries. Bref, allez, on commence avec des comics, et il y aura quasiment que ça, vous allez voir dans cette review. Green Arrow Year One, qui pour moi est la porte d'entrée la plus efficace et la plus simple dans le monde de Green Arrow. C'est l'origin story, tel que Jack Kirby l'a inventé en 1959. C'est l'origin story du personnage qui est revisité, retravaillé de façon moderne. Ça, c'est milieu des années 2000, si je dis pas de conneries. C'est Andy Deagle au scénario et c'est Jock au dessin. Je vous ai déjà parlé de Green Arrow année 1 en Cause Comics. J'attendais que le Boeing passe au-dessus de ma tête. Je vous ai déjà parlé de Green Arrow année 1 dans un Cause Comics, le dernier que j'ai fait d'ailleurs, donc je vous y retourne puisque j'y parle beaucoup plus en détail que je ne le ferai dans cette review, dont ce n'est pas le but. Hop, j'essaie de ne pas vous spoiler. Donc un peu de mal pour ma part avec le trait de Jock, un trait qui manquerait de souplesse, un trait qui manque de rondeur, quelque chose de très raide, très brut. Au niveau de la colorisation, on est sur de la lumière naturelle, c'est-à-dire que ce qui va éclairer, ce qui va vraiment animer les pages au niveau des couleurs et des teintes, ça va être la lumière du soleil, vous voyez ce soleil qui est blanc éclatant, ou le feu, ou enfin voilà, vous voyez par exemple là, toute cette scène est éclairée à la lumière d'un bras zéro, donc on a des lumières rouges, oranges très chaudes. Et ça, c'est la grande force de ce bouquin-là. Voilà, c'est là où réside toute l'identité du visuel de Green Arrow année 1. Donc le jeune Oliver Queen, milliardaire arrogant, qui va hériter de l'empire financier Queen Industries tenu par son père, qui est donc victime d'un complot et qui se retrouve quasiment du jour au lendemain ici. On lit ça comme on regarderait un bon film d'action des années 90. C'est-à-dire que c'est vraiment un rythme tonitruant. Ça me fait penser, moi, au film La Plage de Danny Boyle avec DiCaprio. Ça m'a fait penser à ça. D'aucuns y trouveront des ressemblances avec un Rambo ou ce genre de film. Très production hollywoodienne, années 90. Je dénote quand même, je déplore même, je dirais, un manque de développement de toute la partie survie. C'est-à-dire que, vous voyez ça, lorsque Oliver arrive sur cette île et qu'il commence à chasser, à se faire des armes, à pêcher, etc. Ça, c'est bâclé en 3 pages. Mais vraiment, pour le coup, c'est bâclé en 3 pages. Allez, 5 pages. Et on passe tout de suite à la deuxième partie du bouquin relativement vite, en fait. C'est un peu le problème que je déplore, c'est le manque de développement de toute la partie survie. Voilà. C'est un peu survolé, malheureusement. Donc voilà, la partie Robinson Crusoe, c'est pas ça qui est ça, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est clairement, pour moi, la meilleure porte d'entrée sur Green Arrow. Autre porte d'entrée très très bonne, c'est le New 52 de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Alors pour la petite anecdote, on est sur le tome 1 VF Urban New 52, mais en réalité on n'est pas du tout sur le numéro 1 de Green Arrow, on est sur le numéro 17. En fait le tome 1, contrairement à tous les autres New 52 de la collection Urban Renaissance,
eh bien, Green Arrow il s'ouvre sur l'épisode 17. Pourquoi? Eh bien parce que les 16 premiers épisodes, qui ont été publiés en VO uniquement, Urban a choisi de ne pas nous les livrer, puisque apparemment c'est extrêmement mauvais. Ceux qui ont lu de la VO, j'ai entendu des reviews sur d'autres chaînes, des gens qui lisent de la VO, étaient clairement unanimes. Les épisodes 1 à 16, Green Arrow, c'était de la merde. Et il a fallu attendre l'arrivée de l'excellent Jeff Lemire et du sublimissime Sorrentino au dessin, pour avoir une série qui reprend un petit peu du poil de la bête. Voilà. J'ai lu ça il y a 3 ans en arrière, donc ma mémoire n'est plus très fraîche à ce niveau-là. Toujours est-il qu'on a une nouvelle origin story qui reprend les canons de Jack Kirby et de Year One, c'est-à-dire qu'on a toujours Oliver sur cette île qui essaye de survivre. Donc on révolutionne rien à ce niveau-là, mais on la retravaille légèrement pour s'en servir pour le scénario en question de ça. Voilà. C'est-à-dire que Oliver, si mes souvenirs sont bons, va devoir retourner sur cette île afin de découvrir un secret familial. Cette histoire nous met en avant un ennemi qui a été inventé pour le coup durant les New 52 et avec cette histoire. Cet ennemi, c'est Komodo. Komodo qui est une espèce d'archer sombre, d'archer noir, extrêmement efficace et incroyablement charismatique. Et pour le coup, il a de la gueule. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai déploré un petit peu le même défaut, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une question de style. Oh, regardez ça. C'est plutôt une question du style du dessinateur. Hein. Mais le même défaut, entre guillemets, que j'avais relevé sur Green Arrow Year One, c'est-à-dire qu'on passe très très vite sur les décors. En fait, c'est pas des bouquins cartes postales. Hein. Green Arrow Year One, autant t'es sur une île exotique, une île paradisiaque, mais on te le fait pas comprendre. C'est l'enfer et on te montre quasiment rien de cette île, si ce n'est une nature étouffante. Et tu perçois pas le côté justement, il n'y a pas de côté vacances en fait, tu lis pas ça pour être en vacances, quoi. T'es dans la survie pure et dure. Et c'est exactement le même, pas reproche, je sais pas comment dire ça, le même constat que je fais sur le travail de Sorrentino pour les New 52, c'est que vous voyez les décors ils sont très très vite bâclés, en fait, ils sont bâclés. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur l'action, et c'est la grande force de Sorrentino ici. Vous voyez, les décors, ils sont toujours en arrière-plan, comme ça, et on n'arrive pas vraiment à se rendre compte de la magnificence de ces derniers. Par contre, Sorrentino, là, il est très très fort, c'est au niveau de l'action. Et il utilise un procédé d'encadré, comme ceci, des petits encadrés, pour figer l'élément important de la case, en fait, et il enchaîne, vous voyez, regardez. Ça se passe très très vite. On a vraiment quelque chose de très très dynamique, qui retranscrit au mieux l'action. Une fois de plus, on est sur un récit très blockbuster, très film d'action hollywoodien, et c'est kiffant. Le run de Sorrentino et Lemire se poursuit sur 3 tomes chez Urban, que je vous invite à vous procurer. Petit bémol, c'est que ils ont été ils ont été remplacés, Lemire et Sorrentino. Ils ont été remplacés pour la suite du Green Arrow New 52. C'est Benjamin Percy, je crois, qui avait repris le flambeau. Et du coup, tu as l'impression qu'ils ont un peu bâclé leur fin de run à eux. Voilà. On a un petit récit pour clôturer de 112 pages et je me souviens avoir été un peu déçu par cette fin que j'avais trouvé rushée. Ça c'est sorti il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé en live, mais c'est vrai que je l'ai pas fait encore, j'ai pas fait de review sur ma chaîne concernant ce bouquin puisque je comptais en parler justement dans Strominoscope. C'est collection DC confidentielle, une nouvelle collection lancée en début d'année par Urban qui compte déjà 3 ou 4 tomes, là c'est le 3e, vous voyez. Et donc celui-ci s'avère sur Green Arrow. Green Arrow de l'âge sombre dont je parle dans l'introduction de cette vidéo, le Green Arrow de Mike Grell. Mike Grell est arrivé sur le personnage et a dégagé tout l'aspect un peu kitsch du personnage, c'est-à-dire les flèches gadgets. Vous savez, Green Arrow, il utilise des flèches avec des filets de pêche, des flèches fumigènes, des flèches qui font de la lumière. Enfin, il a toute une panoplie de flèches comme ça. Je ne sais pas comment il les range dans son carquois. Déjà, j'ai du mal avec la bas de ceinture, mais alors là, enfin bref. Et Mike Grell, il a dit, fini les conneries, on est dans la chambre, on est post-Crisis, ça date de 87, vous voyez, on est 2 ans après Crisis on Infinite Earths, et on est 1 an après Dark Knight Returns, 1 an après Watchmen, donc les récits commencent à devenir beaucoup plus violents et beaucoup plus ancrés dans le réel, même s'ils l'étaient déjà durant l'âge de bronze précédent, mais l'âge sombre, c'est la concrétisation de tout ça, et on est sur quelque chose de très violent, très brut, et j'ai adoré pour le coup avoir enfin un Green Arrow qui utilise des vraies flèches. Et pourquoi j'aime? Eh bien parce qu'au moins ça... Ouais, vous voyez, on est sur la violence. Pour moi, quelqu'un qui sort avec un arc, c'est ça. C'est pas utile.
À ce compte-là, ça sert à rien d'avoir un arc si c'est pour utiliser toute une panoplie de gadgets qui finalement ne servent à rien sur un arc, sur des flèches. Là, il utilise des flèches, c'est un chasseur urbain, c'est Mike Grell qui a inventé, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, mes recherches m'ont amené à cette conclusion. C'est Mike Grell qui a inventé la capuche. Avant, il avait son chapeau à plumes, et c'est Mike Grell qui a dit on arrête les conneries, on est dans la chambre, on va le rendre beaucoup plus comment dire, crédible, et beaucoup plus ténébreux, beaucoup plus sombre. Et du coup, le fait de sortir avec des vraies flèches, ça force Oliver à des prouesses d'agilité, des prouesses de précision, parce qu'il est obligé de viser les membres non létaux, les membres non mortels de ses ennemis, et donc du coup voilà, les genoux, les mains, les épaules, enfin voilà. L'histoire, c'est une série de meurtres sur des prostituées, voilà, un serial killer qui œuvre à Seattle et qui tue des prostituées, donc Green Arrow, c'est son domaine, ça, hein, les crimes de rue. Green Arrow, c'est un justicier street level. Hein. C'est pas un mec qui va sauver le monde, hein, il va plutôt sauver un quartier, essayer de déjouer des organisations criminelles ou ce genre de trucs, mais à bas niveau, à bas échelle. Un peu comme Batman, peut-être même avec un peu moins d'ampleur. Cette lumière me casse les couilles. Ouais, elle vacille, on se croirait dans un quartier de Gotham City, là, c'est pas très très qualitatif. Bref, et donc du coup il va tomber sur quelque chose de beaucoup plus gros en enquêtant sur ces meurtres en série. Il va tomber sur quelque chose de beaucoup plus important, il va rencontrer Shadow, hein, le personnage asiatique que vous verrez également dans les New 52. Ça c'est pareil, ça se lit très vite, j'ai dû lire ça en 2 heures, c'est vraiment génial et je vous le conseille. Le Green Arrow de la chambre, un Green Arrow violent, brutal, sauvage, un chasseur. Green Arrow Longbow Hunters. Et enfin, alors ça sera pour les plus initiés d'entre vous, hein, pas les nouveaux venus. Généralement, je fais des vidéos qui s'adressent souvent aux nouveaux venus parce que j'apprends rien aux vrais fans hardcore d'ici, hein, qui ont généralement lu et vu plus de choses que moi. Donc je vais rien leur apprendre à ces gens-là. Mais généralement, je fais des vidéos pour les nouveaux venus. Et ça, je ne vous le conseillerais pas forcément si vous êtes un nouveau venu. Justement, parce que on est sur des récits du Bronze Age, on est en 1970, 1974, et surtout au niveau des dessins que quand on est un nouveau lecteur, quand on arrive dans le monde des comics, on commence pas avec des trucs des années 70. Hein, non. Faut déjà attaquer avec du moderne et puis après s'habituer, lire pas mal, lire beaucoup, et puis après tu regardes sur ce qui s'est fait dans le passé. Hein. Mais au début, même si c'est du Neil Adams, hein, ça reste beau, hein, ça reste sublime. Hein, beau, c'est un peu léger comme qualificatif. Ça reste magnifique, c'est du Neil Adams. C'est pas que demander de plus. Gros, alors ça c'est pareil, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo post-café pour en parler, donc je vais pas revenir là-dessus. Ça c'est ce qui a fait rentrer l'univers d'ici dans l'âge de bronze. On a eu du jour au lendemain des récits qui ont parlé de choses du réel. Voilà, l'exploitation de l'homme, la place de la femme dans la société, la place des Noirs dans la société américaine. Et voilà, toutes ces choses du réel, ces choses très politisées, ces choses très sociales. Et donc ça a été un des premiers trucs chez DC qui a commencé à en parler. On a parlé de la drogue, on a joué littéralement avec le Comics Code Authority qui était en vigueur, on l'a enculé, on peut dire ça comme ça, hein, le Comics Code Authority. On est revenu sur des choses beaucoup plus adultes. Et ça s'adresse aux lecteurs qui ont grandi en fait avec les personnages de comics. Ça ne s'adressait pas à un public jeune et à des nouveaux arrivants, ça s'adressait à des gens qui avaient déjà commencé les comics durant l'âge d'argent et avec qui DC a vieilli finalement. Un jeu vidéo, la série Injustice, le 1 et le 2 vous permettent d'incarner Oliver Queen. Alors là pour le coup on est avec des flèches gadgets, hein, attention, je tiens à le préciser, des flèches qui balancent des flèches diverses et variées dans leurs utilisations et dans leur finalité. Donc voilà, si vous êtes un féru de Green Arrow et que vous ne connaissez pas encore la saga Injustice, eh bien vous pourrez incarner dans un jeu de combat façon Mortal Kombat, vous pourrez incarner tous les grands personnages d'ici et notamment Oliver Queen. Voilà. Alors, on arrive au classement. Nous avons été donc 38, dont le mien, à voter pour le personnage du Joker. Nous avons été 3, je sais qu'il y a Anto, comme moi, salut Anto, qui l'a classé 6ème, donc dernier. Hein. Nous avons été 3 à avoir classé le Joker en dernière position. Vous avez été 11 à le placer en première position, et puis après, ça allait, position 3, position 4, peu importe.
Il y a eu beaucoup de 1 et de 2. Vous vous en doutez. Je savais très bien que le Joker il finirait très haut dans le classement. Et je tombe sur une moyenne. Alors j'ai plus le chiffre là, mais en divisant la somme des places que vous avez accordées au Joker par le nombre de votants que vous êtes, que nous sommes, eh bien j'ai trouvé la note de 2,18. Ce qui fait que le Joker, eh ben, il est deuxième. Voilà. Il est deuxième du classement, le Joker, je m'en doutais. Quelque part, je suis content, Superman reste premier et ça me fait plaisir. Green Arrow, c'est pas un personnage avec lequel j'ai énormément d'affinité. Parce que c'est pas un personnage avec lequel j'ai grandi. La série Arrow, c'est arrivé trop tard, j'étais plus adolescent, ça me parlait plus du tout en fait. Autant Smallville, ça arrivait pile poil quand j'avais 15-16 ans. Et c'était Superman, donc oui, ça m'a parlé à mort, Smallville. Mais Green Arrow, c'est arrivé en 2012, et en 2012, je regardais plus de séries CW, et ça m'aurait pas intéressé. Aujourd'hui, le propos et la façon dont c'est filmé, le format, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Je le répète, Green Arrow, en série télé, c'est pas du tout pour moi. D'ailleurs, tout le Arrowverse, même la série Flash, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas cette affinité avec Green Arrow. C'est un personnage avec lequel j'ai énormément de mal dans ses flash gadgets. J'ai déjà du mal avec la batte-ceinture. Tu vois, le fait que Batman il se trimballe avec des trucs qui ne tiendraient pas dans les cases de sa ceinture. Mais alors là, c'est l'apothéose avec Green Arrow. Le mec il te sort des flèches, what the fuck. Hein. Dans son carquois, ça doit peser 35 kg. Le truc il se le trimballe dans le dos. J'ai un peu de mal avec ça. Suspension d'incrédulité aussi. Hein, mon cul sur la commode. Au bout d'un moment, il y a des choses qui passent quand même pas. Et j'ai surtout du mal avec le fait qu'il se balade en vert, le mec. Tu vois. Le gars, ok, référence à Robin des Bois. J'adore Robin des Bois, c'est un de mes personnages mythologiques préférés, Robin des Bois. J'adore ce personnage, d'ailleurs vous l'aurez remarqué dans le tout début de la vidéo, dans l'introduction, j'ai balancé la musique excellente de, j'ai oublié le nom du compositeur, Michael Kamen, le grand Michael Kamen, le regretté Michael Kamen, qui a fait une des plus belles musiques de cinéma avec le travail qu'il a fait sur Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Et donc du coup c'était une petite référence à Robin des Bois parce que le personnage de Green Arrow s'inspire de Robin des Bois. Bref, je suis désolé, je parle beaucoup. J'adore Robin des Bois, mais alors Green Arrow, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un personnage urbain qui est habillé en vert. Donc je comprends pas le principe en fait. L'idée de camouflage derrière tout ça, comment tu fais pour passer inaperçu, sachant que c'est un personnage qui est quand même beaucoup axé sur l'agilité et la furtivité. En vert fuchsia, j'allais dire, en vert fluo dans une ville grise américaine, j'ai du mal avec ça. Et j'ai du mal aussi avec le fait qu'ils en aient fait un sous-Batman au fil des années, en fait, parce qu'il fait le même boulot que Batman, il n'a pas du tout la même caractérisation, mais au final, il y a quand même des trucs qui ressemblent, et puis dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est capable de faire, c'est du Batman. Et j'ai un problème avec ça parce que je pense que le personnage aurait pu connaître un parcours beaucoup plus original. Et quelque chose qui m'aurait largement plu, c'est si on en avait fait une espèce de gardien de la forêt, en fait, un personnage qui reste dans les bois. Et tu vois, par exemple, comme on a fait un monde sous l'eau, un univers aquatique avec Aquaman, avec Zebel, avec Atlantis, etc. Comme on a fait aussi, comme on a apporté à DC Comics une dimension mythologique grecque, avec tout l'univers de Wonder Woman, Themyscira et compagnie, Arès, enfin les dieux de l'Olympe, etc. On aurait pu aussi apporter à DC quelque chose d'autre, un univers de forêt, un truc presque de la fantaisie, tu vois, une forêt immense façon Amazonie, genre une jungle immense, voilà, t'imagines l'Amazonie, avec des tribus, avec des êtres, avec des guerres intestines, enfin tu aurais pu imaginer un monde de fous furieux, tu vois, dans une forêt immense comme ça, et Green Arrow aurait été le gardien des lieux, tu vois. Ça aurait été cool. Et là, il aurait pu s'habiller en vert sans que ça me pose de problème. Voilà. Et le fait d'avoir ce personnage, d'avoir ce potentiel, et d'en faire juste un gardien urbain, comme Batman, comme tous les autres finalement, eh ben, je trouve qu'il perd de sa superbe, et au final, il est peut-être pas... Je trouve qu'il est hors sujet, ce personnage. Voilà. Je le trouve hors sujet. Et puis son côté très arrogant et très colérique aussi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je suis comme ça dans la vraie vie, pas arrogant, mais colérique. Je suis quelqu'un de très colérique et très nerveux. Quand je parle, vous l'entendez, je parle super, je suis toujours speed et tout comme gars. Je suis quelqu'un de très colérique et très nerveux, mais pour le coup, j'aime pas lire des personnages comme ça. J'aime bien avoir des personnages qui m'apaisent, comme Superman par exemple. Et du coup j'ai du mal avec cette caractérisation d'Oliver Queen qui est toujours en train de gueuler, là il me stresse, quand je le lis il me stresse, il est toujours en train de faire la gueule et de gueuler quoi. Oh, et calme-toi un peu, bois un thé, assis-toi à l'ombre. Bref, Green Arrow,
pour le coup, je vais pas lui faire de cadeau. En plus, il y a l'épouvantail qui est 6ème, je suis désolé, mais je préfère largement l'épouvantail, donc Green Arrow, il arrive en dernière position pour ma part. Voilà, tous ceux qui sont au-dessus, je les préfère. Je les préfère. Green Arrow, c'est pas non plus un personnage sur lequel je chie régulièrement et que je déteste au plus haut point. Je placerai bien d'autres personnages en dessous de lui, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, non, pour moi, Green Arrow dans le classement actuel, c'est pas possible, il est dernier. C'est tout, c'est comme ça. À vous de voter. Et je le rappelle, vous me mettez juste la place à laquelle vous aimeriez voir le personnage en prenant en compte le classement qui est là. Ne faites pas des classements perso de votre côté en vous disant pour moi Joker il est premier, Superman il est 3ème et du coup Green Arrow il est 5ème parce que là ce serait un bordel monstre. Prenez en compte ce classement et dans ce classement combien est Green Arrow pour vous. À vos votes. Merci à vous tous, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo et je vous remercie toujours de votre fidélité. Un grand bisou sur les 2 fesses. Ciao les amis.